Bon, alors, pour commencer, j'aimerais qu'on se mette dans une petite situation, histoire de planter le décor, hein. Allons-y. Imaginez, voilà, une soirée sympa qui s'annonce, direction le théâtre. Le billet, il coûte 10 euros, ok? D'accord. Premier scénario. On a déjà le billet. Acheté, payé, il est dans la poche. Mais, catastrophe, en arrivant devant le théâtre, impossible de le retrouver. Ah, le classique. Ouais, on fouille partout, le sac, les poches, rien. Billet perdu. La question c'est, est-ce qu'on en rachète un autre sur place? Gardons ça en tête. Ok, scénario 1, billet perdu. Voilà, scénario 2, un peu différent. Cette fois, pas de billet acheté avant. On compte l'acheter au guichet. D'accord. Mais sur le chemin, en voulant vérifier son portefeuille, oups, on réalise qu'un billet de 10 euros manque. Tombé, perdu, en tout cas il n'est plus là. Donc 10 euros en moins dans la poche. Exactement. Et on arrive devant le théâtre, question tendue, est-ce qu'on achète quand même sa place à 10 euros? Hmm. Intuitivement, on sent que la réponse pourrait ne pas être la même. C'est ça. Et c'est justement ce truc, ce décalage un peu bizarre qu'on va explorer aujourd'hui. Cette façon qu'a notre cerveau d'évaluer différemment les pertes et les gains. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte, un mécanisme psychologique super puissant. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur des recherches connues, notamment une expérience assez marquante. Celle de Kahneman et Tversky de 84, c'est ça? Exactement. Les détails nous viennent de nos lectures sur la psycho de la décision, l'influence. Notre but ici, c'est vraiment de comprendre ce biais. Pourquoi il existe? Et puis, comment il nous affecte au quotidien, parfois sans qu'on s'en rende compte. Et même comment ça peut être utilisé en négociation, par exemple. C'est un sujet fascinant, en effet. Et ce qui est fou, c'est quand on regarde les chiffres de cette expérience. La différence de réaction est juste énorme. Oui, alors que rationnellement, Bah oui, dans les deux cas, on se retrouve avec 10 euros de moins et pas de billet. Logiquement, ça devrait être pareil, non? Mais pas du tout. les comportements sont presque opposés. Alors plongeons un peu dans les détails de cette fameuse expérience. Bonne idée. Donc, reprenons. Kahneman et Tversky, en 1984. Premier scénario. On a acheté le billet à 10 euros, on arrive, on l'a perdu. On demande aux gens, prêts à payer 10 euros de plus pour en acheter un autre. Et le résultat? Eh ben c'est assez bas. Seulement 46% des gens disent oui. Moins de la moitié, Moins de la moitié. C'est peu. carrément. Maintenant, scénario 2. On n'a pas de billet, on prévoit de l'acheter 10 euros. En chemin, on perd un billet de 10 euros de sa poche. On demande, vous achetez quand même votre place. Et là, j'imagine que c'est différent. Radicalement. Là, c'est 88% des participants qui disent oui, bien sûr, j'achète mon billet. 88%, c'est presque le double. C'est ça. On passe de 46% à 88%. Le paradoxe est là, en plein jour. Effectivement. La perte financière est la même, 10 euros. Pas de spectacle en main. Mais la décision, complètement inversée. Ça montre bien qu'il se passe quelque chose de pas tout à fait logique, économiquement parlant, dans notre tête. Exactement. Et ce quelque chose, c'est bien ce concept clé, l'aversion à la perte. Expliquez-nous un peu plus ce que ça recouvre. Alors, c'est une des grandes découvertes de Kahneman et Tversky. D'ailleurs, Kahneman a eu le Nobel d'économie pour ses travaux, en partie. L'idée de base, elle est assez simple, mais très forte. Oui, C'est que, psychologiquement, l'impact négatif d'une perte, il est ressenti beaucoup, beaucoup plus fort que l'impact positif d'un gain du même montant. ah d'accord. Perdre 10 euros, ça fait plus mal que le plaisir qu'on aurait à trouver 10 euros. C'est exactement ça. La douleur de la perte est plus intense. Il y a une asymétrie dans nos réactions émotionnelles face aux pertes et aux gains. Et comment ça s'applique à notre histoire de théâtre? Alors, revenons au scénario. Cas numéro 1. Le billet acheté est perdu. Si on doit racheter un billet, dans notre tête, ça déclenche une pensée un peu particulière. Laquelle? C'est comme si on payait 2 fois pour le même spectacle. Une fois pour le billet perdu, une fois pour le nouveau. Ah oui, je vois. Ça fait cher le spectacle du coup. Voilà. Mentalement, le coût perçu de cette soirée théâtre, y grimpe à 20 euros. Les 10 du billet perdu, plus les 10 du nouveau. Mais la valeur qu'on attend, c'est toujours celle d'un spectacle à 10 euros. Payer 20 pour un truc qui en vaut 10. Psychologiquement, ça coince. C'est cette histoire de comptabilité mentale dont on entend parler parfois. On ne met pas tout dans le même panier, hein. C'est tout à fait ça. Kahneman et Tversky, ils parlent de comptes mentaux. Dans ce premier scénario, les deux dépenses de 10 euros, elles sont mises sur le même compte, dépenses théâtre. D'accord. Et donc ce compte est débité de 20 euros.
Ça rend la dépense supplémentaire très douloureuse psychologiquement. Ok. Et dans le deuxième scénario alors, quand on perd juste un billet de 10 € avant d'acheter, Ah, là c'est différent. La perte des 10 euros, elle est enregistrée ailleurs mentalement. Elle n'est pas directement liée au coût du spectacle. elle va où alors cette perte? Elle va dans un compte mental plus général, genre malchance du jour, ou pertes diverses, ou dépenses imprévues, pas dans le compte théâtre. Mhm. Du coup, quand la personne arrive au guichet, l'achat du billet de théâtre, il est toujours perçu comme coûtant son prix normal, 10 euros. Le compte théâtre n'est débité que de 10 €. Exactement. La perte d'avant, elle est bien réelle, mais psychologiquement, elle est cloisonnée, mise à part. Et c'est cette séparation mentale qui fait 88% des gens sont prêts à acheter le billet. Oui, parce que le coût perçu du spectacle lui-même reste acceptable et reste à 10 euros. C'est fou comme notre cerveau arrive à compartimenter comme ça. Et les sources parlaient aussi d'autres concepts liés. Euh, la dépendance au point de référence et l'effet de dotation. Ça joue aussi là-dedans. Oui, absolument. Ces concepts aident à comprendre le tableau d'ensemble. Le point de référence, d'abord. L'idée, c'est qu'on n'évalue pas les choses dans l'absolu, mais toujours par rapport à une situation de référence. Souvent, notre situation actuelle ou ce à quoi on s'attend. Alors, dans le cas 1, Dans le scénario 1, le point de référence, c'est « j'ai mon billet pour le théâtre ». Perdre ce billet, c'est donc un changement négatif par rapport à cet état acquis. C'est une dégradation. et dans le cas 2, Dans le scénario 2, le point de référence, c'est « je n'ai pas encore de billet, mais j'ai 10 euros pour l'acheter ». Perdre les 10 euros, c'est une perte sèche, bien sûr. Mais ça ne change pas le fait qu'il faut toujours dépenser 10 euros pour avoir le billet. Le projet théâtre est moins directement impacté dans sa structure de coût perçu. d'accord. Et l'effet de dotation, alors? L'effet de dotation, ou endowment effect en anglais, c'est notre tendance à donner plus de valeur à une chose simplement parce qu'on la possède. On s'attache à ce qu'on a. C'est ça. Dans le scénario 1, le billet qu'on a déjà acheté, il a acquis une valeur subjective pour nous, plus que les 10 euros liquides qu'il représente. On s'est projeté, on le possède mentalement. Du coup, le perdre, ça fait plus mal. Oui, c'est ressenti comme plus douloureux que de perdre une somme d'argent équivalente, mais qui est plus abstraite, comme dans le scénario 2. Perdre mon billet est pire que perdre 10 euros. Et l'aversion à la perte vient amplifier tout ça. Exactement. Elle amplifie cette douleur liée à la perte d'un bien qu'on s'est déjà approprié subjectivement. Ok, donc si je récapitule un peu, on déteste perdre ce qu'on considère comme nôtre, c'est l'effet de dotation. Mhm. On juge tout par rapport à là où on est, notre point de référence, Oui, et surtout, la trouille de perdre est bien plus forte que l'envie de gagner. Ça, c'est l'aversion à la perte. c'est une bonne synthèse. Et c'est le mélange de tout ça qui explique ce résultat étrange du 46% contre 88% pour le billet de théâtre. C'est un sacré cocktail psychologique, hein? Tout à fait. Et ce cocktail, il a des conséquences bien au-delà de cette anecdote. Ce mécanisme psycho, il est à l'œuvre tout le temps, dans plein de décisions. Et comme le soulignent nos sources, il peut devenir un outil redoutable. En influence, en négociation. Voilà. C'est là qu'on touche parfois à ce que les sources appellent le côté obscur. Oui, ça peut faire un peu peur. Comment ça marche concrètement? Comment on utilise cette aversion à la perte pour influencer quelqu'un? Eh bien, la stratégie de base, c'est de recadrer le choix. Au lieu de vanter les mérites de l'option A, celle qu'on veut promouvoir, Oui, on va plutôt mettre l'accent sur ce que la personne risque de perdre si elle choisit l'option B ou si elle ne choisit pas l'option A. La formulation, ça change tout. vous avez un exemple. Oui, prenons une négo commerciale. Plutôt que de dire « avec notre solution, vous allez gagner 10% d'efficacité Ce qui est la façon classique de présenter les choses. », voilà, l'approche aversion à la perte. Ce serait plutôt « si vous ne passez pas à notre solution maintenant, vous risquez de perdre votre avantage concurrentiel » ou « vous allez continuer à perdre de l'argent avec votre système actuel » ou encore « attention, vous allez rater l'offre de lancement qui se termine demain ». Ah oui, on déplace le focus du gain potentiel vers la perte potentielle, ou la perte qui continue. Exactement. On joue sur ce que la personne a peur de perdre. De l'argent, une opportunité, son statut, sa réputation. Et ça marche parce que, comme on l'a dit, la peur de perdre est un moteur plus puissant. C'est ça. Ça touche à l'émotionnel, à l'instinctif. C'est moins une analyse froide des plus et des moins et plus une réaction viscérale à la menace d'une perte. C'est ça. Assez malin comme technique. Presque manipulatoire, non?
Ça peut l'être, clairement. Après, est-ce que c'est infaillible? Non, bien sûr. Ça dépend du contexte, de la personne en face, de la crédibilité de la perte qu'on agite, mais c'est indéniablement un levier psychologique très efficace dans beaucoup, beaucoup de situations. Et on imagine bien que ça ne se limite pas aux vendeurs ou aux négociateurs. J'ai l'impression d'en voir partout maintenant que j'y pense. Mais complètement. Le marketing, c'est le terrain de jeu favori de l'aversion à la perte. Les offres limitées dans le temps. Exactement. Plus que 24 heures pour profiter d'eux. Attention, stock limité, vente flash, ne ratez pas. Tout ça, c'est fait pour déclencher la peur de perdre la bonne affaire. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, La peur de rater quelque chose. qui est une cousine très proche de l'aversion à la perte. D'ailleurs, présenter une promo comme «éviter de payer le plein tarif demain» peut être plus efficace que juste «économiser 20% aujourd'hui». C'est subtil. Et en politique, n'en parlons pas. C'est un ressort énorme. Ah oui. Comment? Les arguments sont très souvent basés là-dessus. Il faut préserver nos acquis sociaux. On risque de perdre notre souveraineté. Il faut empêcher le déclin de notre industrie, protéger notre identité face aux menaces. On agite le spectre de la perte. Toujours. Perte d'emploi, de sécurité, de statut, de valeur. C'est souvent perçu comme bien plus mobilisateur, électoralement parlant, que la simple promesse de gains futurs. Les gains futurs, c'est abstrait, c'est incertain. La perte de ce qu'on a, c'est concret, ça fait peur. Je précise bien sûr qu'on décrit ici un mécanisme de communication politique sans prendre parti sur le fond des arguments eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. C'est l'analyse du ressort psychologique qui nous intéresse ici. Mais c'est vrai que l'argument « défendons ce que nous avons » semble souvent avoir plus de poids que « construisons quelque chose de nouveau ». On voit bien comment ce biais psychologique s'immisce partout. C'est profondément ancré. Donc si on devait vraiment synthétiser le cœur de notre discussion, c'est cette idée simple mais fondamentale. Notre cerveau n'est pas neutre. Il déteste perdre. Beaucoup plus qu'il n'aime gagner. La peur de la perte pèse plus lourd dans la balance que l'attrait d'un gain équivalent. Et l'expérience du biais de théâtre, avec son 46% contre 88%, c'est l'illustration parfaite de cette irrationalité prévisible. D'un point de vue purement économique, oui. Et comprendre ça, c'est utile pourquoi, au final? C'est utile à plusieurs niveaux, je pense. D'abord pour soi-même. Ça permet une meilleure introspection. Comment ça? De se poser la question, quand je prends une décision importante, un investissement, un changement de job, même un gros achat, est-ce que je ne suis pas trop influencé par la peur de perdre quelque chose? La peur de perdre la sécurité, l'argent déjà investi. Voilà. Juste reconnaître ce biais, c'est déjà un premier pas pour peut-être le contrebalancer un peu, pour prendre des décisions plus alignées avec nos vrais objectifs et pas juste avec nos peurs instinctives. Ça pourrait aider à oser un peu plus parfois. Accepter un risque calculé pour un gain potentiellement plus grand. Ça peut, oui. Ou en tout cas à faire des choix de manière plus consciente. Et puis le deuxième intérêt, c'est pour décrypter le monde autour de nous. C'est-à-dire, Développer un œil plus critique face aux arguments qu'on nous présente, qu'ils viennent de la pub, de la politique ou même dans nos relations perso. repérer quand on essaye de nous faire peur pour nous pousser à faire quelque chose. Exactement. Repérer quand l'argument principal, c'est « attention, vous allez perdre si vous ne faites pas ça ». Savoir identifier ça, ça permet de prendre du recul, de se demander « ok, mais cette perte qu'on agite, elle est réelle, elle est si grave, ou c'est surtout une façon de me mettre la pression ?» Ça donne des outils pour une analyse plus objective. Oui. Et puis, troisièmement, au-delà de l'utilité directe, c'est juste fascinant. Comprendre ces biais, ces raccourcis que notre cerveau utilise, c'est un peu mieux comprendre comment on fonctionne, quoi. Individuellement et collectivement. Ces mécanismes, ils façonnent nos jugements, nos émotions, nos comportements tous les jours, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Et ça nous amène naturellement à une réflexion un peu plus large, peut-être. Oui, si cette aversion à la perte est si forte, si ancrée et si facilement utilisable, disons dans le marketing ou la politique, ça soulève une question, une dernière piste de réflexion peut-être à emporter avec soi. Je vous écoute. Au-delà de ces exemples assez évidents, dans quels autres domaines de nos vies, peut-être plus cachés, plus subtils, est-ce que cette aversion à la perte pourrait jouer un rôle important, un rôle structurant, sans qu'on en ait vraiment conscience? Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais pas, prenons les choix de carrière. Combien de fois est-ce que la peur de perdre la sécurité d'un CDI, même s'il ne nous plaît pas, nous empêche d'explorer d'autres voies? Des voies peut-être plus épanouissantes, mais qu'on perçoit comme plus risquées. La perte potentielle de stabilité, qui pèse plus lourd que le gain potentiel d'épanouissement. C'est ça. Ou même dans nos relations personnelles.
La peur de perdre une relation, même si elle est devenue difficile ou toxique. Est-ce qu'elle ne nous paralyse pas parfois? Par peur de la solitude, de l'inconnu. La perte de ce qui existe, même imparfait, semble plus effrayante que le gain potentiel d'un avenir meilleur. Et au niveau de la société? Pareil, pensant aux politiques publiques, combien de réformes qui pourraient être bénéfiques à long terme sont bloquées au ralenti par la résistance au changement? Et cette résistance, elle est souvent nourrie par quoi? Par la peur de perdre des avantages acquis, des habitudes, des repères, même si le statu quo n'est pas idéal. C'est vrai que le changement fait souvent peur parce qu'on se focalise sur ce qu'on pourrait perdre. Exactement. Alors, la question ouverte, c'est: dans quelle mesure cette simple aversion, ce réflexe de détester perdre, façonne discrètement mais puissamment nos vies, nos habitudes et peut-être même les structures de notre société bien plus qu'on ne le pense? Une question à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.